Le président de la France insoumise en visite au Burkina Faso depuis 48 heures, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au mémorial Thomas Sankara où il a déposé une gemme de fleurs. Le candidat à l'élection présidentielle français de 2022 est revenu sur les relations entre la France et le Burkina Faso, des relations qui pourraient et devraient être d'une autre nature, a-t-il dit. Dans ce journal également, les premiers pas du nouveau ministre de la Sécurité sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Et cette première sortie se veut symbolique car c'est dans la commune martyre de Solhan que la délégation conduite par Maxime Koné s'est rendue à Solhan. La vie commence à reprendre peu à peu grâce à un nouveau détachement militaire qui s'y est installé depuis une semaine. Sur le terrain, le ministre est allé saluer la résilience et la bravoure de ces gendarmes qui permettent un retour progressif des populations ayant tout abandonné suite à la nuit fatidique du 4 au 5 juin dernier où 132 personnes au moins ont été tuées. Et puis l'affaire CNSS qui ne finit pas de faire parler d'elle, un mouvement d'humeur de quelques agents pour demander l'application de la décision de la Cour de cassation en ce qui concerne les 84 agents qui avaient vu leur contrat suspendu et certains emprisonnés. Vous entendrez leur récrimination tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue. Le nouveau ministre de la Sécurité au chevet de la commune de Solhan, environ 45 jours après la terrible nuit des 4 et 5 juin dernier où 132 personnes au moins ont été tuées. Pour sa première sortie terrain, donc, Maxime Koné est allé à la rencontre et au contact des militaires détachés sur place depuis, mais aussi à la rencontre d'une population qui sort progressivement de sa torpeur. Abdourazak Traoré. Le visage de Solhan, un mois et demi après les atrocités qui ont officiellement engendré 132 morts. Les stigmates sont toujours visibles. Le CSPS, la mairie demeurent hors usage. L'évolution majeure à signaler ici, c'est désormais ce détachement militaire composé de jeunes gendarmes mis en place il y a environ une semaine. À peine installé, il reçoit en cette veille de la fête de Tabaski la visite du nouveau ministre de la Sécurité. L'Ombosa Maxime Koné effectue sa toute première sortie auprès de ses effectifs engagés dans la lutte contre le terrorisme sur le terrain. Et ça, c'est un message fort que votre présence, en tout cas, indique. Votre présence aussi indique une résilience. C'est ça qui est important. Nous devons avoir une posture résiliente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, on n'a pas le choix, effectivement, que de tenir compte de cette difficulté et de vivre avec ça. Malgré l'adversité, nous devons avoir des résultats pour ce peuple et ça, c'est très important. Donc, une fois encore, je vous réitère le soutien total de tout le gouvernement du Burkina Faso. Et comme l'a dit clairement et de manière ferme le chef de l'État, chef suprême des armées, nous devons aujourd'hui avoir une posture de proximité. Nous devons être sur le terrain pour saisir les difficultés de nos hommes et pour enfin mieux nous organiser pour apporter des résultats. Le même message a été adressé à la délégation de volontaires pour la défense de la patrie, tout comme les soldats qui ne disposent pas encore d'un certain nombre de dispositifs. Du fait certainement de la nouveauté du détachement militaire, les VDP, tout en saluant la visite, ont égrené un chapelet de doléances à leur ordre du jour. Des appels visiblement entendus par Maxime Koné. Donc ça, recevez en tout cas la reconnaissance de l'État. Vous avez posé des difficultés, nous allons les examiner et nous allons voir ce qu'on peut apporter comme réponse. Je crois que certains c'est pas de la mer à boire. C'est des choses que nous pouvons faire pour encore vous donner cet engagement, ce courage. Voilà, donc en tout cas, vous pouvez compter sur nous. Nous allons regarder. En dépit de tous les goulots d'étranglement, le tandem VDP-FDS marche à merveille selon chaque acteur. Et c'est cette synergie d'action qui donne de l'espoir aux milliers d'habitants qui avaient fui les persécutions terroristes. Bon nombre sont revenus et continuent de revenir. Ce 19 juillet a une allure de fête pour exprimer leur gratitude aux autorités.
Avant le mot de reconnaissance du chef du village de Solhan, c'est le maire adjoint qui prend la parole. L'arrivée du Premier ministre, mais en ce temps, les gens l'ont accueilli assez bas. Même s'il y avait eu des personnes ici, mais c'était petit. Mais aujourd'hui, vraiment, le village commence à se rattraper avec la sécurité qui est sur le terrain. Donc vraiment, nous remercions au président du Faso ce qu'il a fait par rapport à notre déplacement de Solhan-Seba. Puisque vraiment la population reconnaît, on les a appuyés en matière des vivres. Il y a d'autres qui ont bénéficié de cash-money. Jusqu'à présent aussi, ça continue jusqu'à Solhan ici. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les distributions se font même au niveau de Solhan pour pouvoir ramener les gens. Des efforts sont certes faits, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt, insiste le deuxième adjoint au maire de la commune de Solhan. Ici, il s'agit de tout faire pour maintenir sur la durée la présence des forces armées. Il y a deux choses. L'urgence, ça veut dire que la sécurité là soit en place. Nous voulons qu'on nous rassure, vraiment notre gendarmerie est en place. De deux, ce qui est animé au niveau de Solhan aussi, c'est le site d'ordre de Solhan. C'est ça qui est animé pour pouvoir rattraper facilement, pour que les activités recommencent, quoi. Bon, ça aussi, on va voir avec les autorités communales et puis provinciales, régionales, comment on va pouvoir faire au niveau du site là aussi. Maintenant, et que toujours les vivres là, ça continue à appuyer. Puisque cette année, il n'y a personne qui a cultivé. Ils ont appris que si tu pars au champ, les gens, on les enlève dans les champs. Donc personne n'a cultivé. Toujours on veut l'appui de l'État sur l'aliment au niveau de la population. Dans la délégation du ministre des techniciens d'un opérateur de téléphonie mobile chargé de rétablir le réseau dans cette partie du pays. Avant de mettre fin à son séjour dans la commune martyre de Solhan, Maxime Koné s'est recueilli sur la tombe des victimes des tueries de début juin. Dans un tout autre registre, un insoumis blanc au pied d'un insoumis noir. Voilà comment on pourrait décrire la présence de Jean-Luc Mélenchon au pied de la statue de Thomas Sankara. Le président de la France insoumise est en visite au Burkina Faso depuis 48 heures. Au mémorial Thomas Sankara, où il a déposé une gerbe de fleurs hier, eh bien, le trublion de la politique française a affiché sa vision de la politique plutôt proche de celle du père de la révolution burkinabé, Benjamin Kwame. Au pied de la statue de Thomas Sankara, une délégation du groupe parlementaire La France Insoumise, avec pour président Jean-Luc Mélenchon, en plein recueillement après avoir déposé une gerbe de fleurs. Premier homme politique et député français à se livrer à cet exercice hautement symbolique, il connaît l'histoire du père de la révolution burkinabé, assassiné sur ce site en 1987 avec ses compagnons. Le comité du mémorial rappelle l'histoire au candidat à la présidentielle française de 2022. Plongé dans une introspection, il épouse le combat de Thomas Sankara, qui est pour lui la figure de l'insoumission. Thomas Sankara est une haute figure des valeurs auxquelles nous adhérons, les valeurs de l'insoumission. L'insoumission n'est pas un état d'esprit de désordre permanent, comme certains peuvent le croire. L'insoumission, c'est avant toute chose le refus de la résignation, le refus de se plier devant ce qui est, quelle que soit la nature de l'adversité que ce qui est nous oppose. Thomas Sankara est la haute figure de l'insoumission. Jean-Luc Mélenchon ne le dit pas pour plaire et c'est un chapelet d'actions courageuses et salvatrices de Thomas Sankara qui les graine pour illustrer cette description. La bonne gouvernance, le combat contre les aléas de la nature, l'organisation de la société entre l'homme et la femme, le combat contre la sécheresse et la famine, et ce n'est pas tout. Comment pouvait-on imaginer, devant tant de difficultés, obtenir la souveraineté alimentaire d'un pays qui semblait voué à la famine et à la dépendance, et y parvenir en 4 ans? Au regard de ces exploits, il était nécessaire pour le député des Bouches-du-Rhône de venir au Burkina Faso avec pour objectif principal d'apprendre auprès des héros africains comme Thomas Sankara. Il faut apprendre à venir en Afrique, dans une nation africaine, dans un peuple africain, pour dire que l'on vient apprendre. C'est un signal que je voudrais donner.
il concerne la politique intérieure française d'une certaine façon, puisque jamais dans le passé, aucun candidat d'aucune sorte n'a entrepris une démarche de la nature de celle que je suis en train de conduire devant vous. Venir au-devant d'amis, signaler ce qui nous rapproche et parfois nous unit, ce que nous avons en commun, et puis faire des propositions qui ne soient ni des leçons que l'on vient faire aux autres, ni non plus des suppliques que l'on viendrait présenter. Candidat à l'élection présidentielle dans 8 mois en France, Jean-Luc Mélenchon promet qu'une fois à l'Élysée, il déposera des résolutions pour découvrir exactement les conditions dans lesquelles Thomas Sankara a été assassiné. C'était aussi la requête du comité du mémorial Thomas Sankara. Nous avons demandé que les archives de la France pour le dossier Sankara ne sont pas épuisées. Il y en a encore, on n'a pas réussi tout. S'il y a encore une possibilité, même si le procès démarre et que ça peut orienter, peut aider, nous avons de plaider auprès de lui pour qu'il continue à demander à ce que la France continue de livrer des archives qui sont encore gardées là-bas parce que ça peut protéger encore des gens qui sont vivants. Au mémorial, la délégation de Jean-Luc Mélenchon a mis sous terre un plan à l'image de Thomas Sankara, soucieux des questions de l'environnement. Avant cette séance, il s'est entretenu avec le ballet citoyen sur plusieurs questions d'actualité. Des questions qui seront certainement abordées le mercredi prochain avec les étudiants de l'université de Ouagadougou. Et avant ce face-à-face avec les étudiants, le président de l'élection présidentielle française de 2022 est revenu sur l'un des sujets qui sera sans doute au cœur de ces échanges. La nature des relations entre le Burkina Faso et la France et surtout le sentiment anti-français de plus en plus grandissant au sein de la jeunesse africaine. Écoutez, sur ces questions, la réponse de Jean-Luc Mélenchon. Quand vous entendez dire que la France ceci, la France cela, oui, bien sûr, la France assume les responsabilités que ses dirigeants prennent. Il ne peut pas en aller autrement. Mais enfin, la France, c'est nous aussi. Et nous avons la main tendue. Nous sommes là parce que nous avons compris quelque chose de fondamental. Nous aimons notre pays. Nous aimons qu'on nous dise que notre pays est puissant, même si nous en connaissons les limites. Mais pour nous, la puissance, ce n'est pas la propriété, ce n'est pas l'impérialisme, ce n'est pas la violence qui impose aux autres des décisions dont ils ne veulent pas. Pour nous, la puissance, c'est ce que nous pouvons apporter en tant qu'êtres humains, de savoir, de connaissance, d'amour des arts, que nous puissions mettre en partage dans des conditions telles que nous puissions recevoir des autres. Parce que, croyez-le, il y a des Français qui n'ont pas besoin de dominer pour se sentir exister. Il y a des Français qui ont besoin de partager pour savoir qu'ils sont membres de la même communauté que les autres êtres humains. Et cela s'appelle la fraternité. Je comprends parfaitement que la jeune population africaine n'ait pas la patience et la bienveillance de ses aînés et qu'elle trouve insupportable la manière dont certains de mes compatriotes se comportent. Et je ne vois pas pourquoi je devrais, parce que je suis français, en être solidaire. Je parle de comportements individuels. Si je parle des comportements collectifs, je dois dire que pour l'avenir, et si c'était à mon tour d'en décider, je procéderais tout à fait différemment. Les accords de défense peuvent conduire à ce que mon pays soit mis dans l'obligation de les respecter et que ici ou là, on nous demande d'intervenir militairement. Mais les Français ont le droit de se demander si ceux qui les interpellent sont bien légitimes pour le faire. Et ensuite, une fois qu'ils s'y trouvent, qu'ils aient à se souvenir qu'ils ne sont pas chez eux et que par conséquent, ils ont à définir premièrement ce qu'ils y font et deuxièmement quand est-ce qu'ils comptent s'en aller et à quelles conditions. Je l'ai toujours dit. Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis français que vous venez d'entendre. Et je vous propose maintenant d'écouter un autre insoumis. À sa manière, il n'est ni de la majorité, ni du CFOP. Abdoulaye Soma est le coordonnateur de l'opposition non affiliée. Une troisième voie, justement, qu'il juge pas suffisamment prise en compte dans les négociations politiques officielles. Il nous livre ici les récriminations qu'il a au terme d'une audience qu'il a eue avec le ministre en charge de la réconciliation nationale, Abdoulaye Soma. Nous avons constaté que pour désigner les représentants de l'opposition politique dans les instances de réconciliation, une note a été adressée seulement au chef de file de l'opposition.
Et le chef de file de l'opposition s'est contenté seulement de consulter les partis qui sont inscrits dans le cadre de concertation du CEFOP. Alors que vous savez aujourd'hui que depuis l'apparition de l'ONU en 2019, il est clair dans l'esprit de chacun que le cadre de concertation qui se réunit autour du CEFOP n'épuise pas et n'absorbe pas toute l'opposition. Et que l'opposition burkinabé a deux cadres de rencontre, deux cadres d'organisation, à savoir le cadre de concertation du CEFOP et l'ONU. Donc à partir du moment où l'opposition tout entière doit être représentée dans une instance, mais que le chef de file de l'opposition se contente de se consulter seulement à l'intérieur du cadre de concertation du CEFOP, cela signifie qu'il y a une partie de l'opposition qui n'est pas consultée. Et alors les représentants qui sont désignés ne peuvent pas être des représentants de l'opposition tout entière. Le deuxième sujet qui a été abordé, c'est la loi sur le statut de l'opposition politique. Et à l'égard de cette loi, depuis la création de l'ONA, nous avons attiré l'attention sur les défaillances et les incohérences de cette loi. Cette loi a été adoptée en 2009, mais la loi a été modifiée en 2013. Elle a entraîné beaucoup de difficultés. Et l'une des modifications de la loi en 2013, la loi sur le statut de l'opposition politique au Burkina Faso, est que les partis politiques de l'opposition ne sont plus obligés d'envoyer des notes d'affiliation ou d'appartenance au CEFOP. Si la République veut que toute l'opposition se retrouve forcément dans un seul cadre, qu'on révise la loi et qu'on le dise correctement, conformément à la Constitution. Et sur cette question, le ministre a laissé entendre qu'il avait été sensible à la démarche, que comme son travail c'est de réconcilier, qu'il va ouvrir ce dossier et travailler à cet égard. Et pendant ce temps, à l'ADF-RDA, l'heure est plutôt à la remobilisation de la base pour les échéances municipales à venir au cours d'une rencontre où il a été surtout question de clarifier les circonstances de la démission du désormais ex-secrétaire général de la section Kadiogo du parti. Une mise en garde a été faite à l'encontre de ces derniers. Les précisions d'Abdelaziz Sarré. Il a perdu la présidentielle et obtenu un faible pourcentage aux législatives, mais le parti de l'éléphant, loin d'être découragé, veut se rattraper. Face aux structures ADF-RDA du Kadiogo, la secrétaire générale nationale du parti invite les militants à se mettre en ordre de bataille pour les élections municipales prochaines. Déjà, vous avez vu, il y a déjà de la mobilisation au niveau du Kadiogo. Donc nous sommes en train de remettre en selle nos secrétaires généraux. Nous avons même parlé de notre stratégie de campagne aujourd'hui pour la conquête des conseillers municipaux et voire des mairies. Donc actuellement, vraiment, nous sommes en train de nous organiser pour aller à la conquête des postes au niveau des conseils municipaux. L'autre sujet important abordé au cours de cette rencontre concerne la démission du secrétaire général du RDA du Kadiogo. Jules Abdoul Rasmane Ilboudo, qui milite désormais pour l'UPC, a affirmé qu'il aurait quitté le parti de l'éléphant avec 600 autres membres. Pour l'ADF-RDA, il n'en est rien. La démission est permise à toute personne qui adhère à un parti. Voilà. Maintenant, faut pas, lorsque tu démissionnes, il existe que tu peux dire que tu as démissionné. Mais maintenant, dire que tu as démissionné avec 600 personnes, c'est là nous ne sommes pas d'accord. Sinon, officiellement, ce que nous reconnaissons, nous savons qu'il y a 2 responsables au niveau du Kadiogo qui ont quitté. Mais au niveau du Kadiogo, il y a les responsables des arrondissements. Il y a également les responsables au niveau des différents secteurs qui sont toujours présents au parti. Visiblement mécontent de l'attitude de l'ex-secrétaire général du RDA du Kadiogo, Maître Gilbert Noël Ouedraogo promet de traduire devant la justice toute autre personne qui viendrait à jeter le discrédit sur son parti en faisant de fausses déclarations. J'ai dit pour cette fois-ci, nous sommes un parti de tolérance, mais je voudrais le mettre en garde. Cette fois-ci, là, nous ne ferons rien. Mais la prochaine fois, et s'il veut, ils n'ont qu'à répliquer. S'il sort et il dit qu'il y a les 600, il n'a qu'à le dire. Nous, on va saisir le procureur de façon avec plainte pour usurpation de titres et usage de faux. Et on va aller en justice. Et il va nous montrer où sont ces 600 militants qui ont quitté la DFRDA. Et ensuite, aussi, le deuxième point, il continue à siéger au conseil municipal au nom de la DFRDA. Quelle inconséquence! Là également, nous allons saisir le ministre de l'administration territoriale, puisqu'il a démissionné clairement, et puis retirer son mandat pour confier son mandat à un autre militant.
Pour prouver qu'il est un parti qui existe encore, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA entend organiser sa rentrée politique dans les mois à venir. Dans l'actualité de ce lundi, également l'affaire recrutement frauduleux à la CNSS qui ne finit pas de faire parler d'elle. Au mano à mano judiciaire se grèvent maintenant des manifestations à n'en point finir. Dans un mouvement de sit-in ce 19 juillet, quelques agents de l'entreprise tentent de mettre la pression sur leur directeur général, lui demandant d'appliquer sine die la toute dernière de justice en suspendant les 84 travailleurs concernés. Ambiance sur place, réaction, Benjamin Kwame. Caisse nationale de sécurité sociale. Perché à l'étage supérieur du bâtiment, cet agent, plongé dans un questionnement, observe ses collègues regroupés à l'entrée de l'institution pour un mouvement d'humeur. Ils ne sont pas du tout contents de Lassane Savadogo, le directeur général de la CNSS. Ses agents lui reprochent de gérer l'institution comme un patrimoine familial. Il n'y a pas d'équité entre les agents. S'ils manifestent ce lundi, c'est pour demander principalement que la décision de la Cour de cassation soit appliquée. Une décision qui concerne les 84 agents suspendus et certains même emprisonnés. C'est depuis 2018 que cette affaire se trouve devant les juridictions. Oui, jusqu'à ce jour, et le directeur général fait la sourde oreille. Vous vous souviendrez qu'en 2018, la Confédération générale du travail, à travers sa section CNSS, a dénoncé un processus boiteux, frauduleux de recouvrement à la CNSS. Et à l'issue de cette dénonciation, elle a déposé des recours un peu partout au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Après les investigations menées par les différentes autorités judiciaires, et aujourd'hui, la Cour de cassation a cassé l'ordonnance dont nous sommes sortis pour lui demander d'appliquer les décisions de justice et d'appliquer en particulier l'arrêt numéro 11 du 17 juin 2021 de la Cour de cassation. Mais que dit le premier concerné, Lassane Savadogo? Il reconnaît cette décision de justice, mais attend de cerner les contours de l'affaire avec plusieurs autres juridictions qui se sont saisies du dossier. Malheureusement, la cassation a duré, ça fait 2 ans. C'est la semaine passée, le jeudi passé, que nous avons reçu officiellement notification, la grâce du jugement qui a été rendu par la Chambre de la Cour de cassation et qui renvoie le dossier à la Cour d'appel, autrement composée, pour statuer à nouveau sur le dossier. Donc, la formulation de l'arrêt est que les candidats doivent être renvoyés dans les statuts antérieurs avant la décision d'ordonnance en référé, la Chambre sociale donnée par la Cour d'appel. Or, à ce niveau, il y a plusieurs juridictions qui ont été saisies de ce dossier, dont il s'agit pour nous de voir clairement quelle est cette situation antérieure qui était la leur avant que l'ordonnance, la Chambre sociale, la Cour d'appel soit rendue. Donc nous sommes dans cette étape-là actuellement. Le porte-parole de la CGTB de Ouagadougou, lui, explique que ce processus qui traîne a de graves conséquences sur la vie des travailleurs. Ils n'ont pas reçu de salaire jusqu'à ce jour. Actuellement, la non-application de cette décision de justice a des conséquences au niveau de la gestion de l'institution. Jusqu'à aujourd'hui, où on était censé avoir les salaires sont bloqués parce qu'il y a des discussions au niveau du directoire, il y a des dissensions par rapport à la signature des états de salaire. Ça, c'est une des conséquences qu'on vient de vous dire. Ces agents ne desserrent pas la mine. Ils demandent le départ de Lassane Savadogo pour sa gestion partisane et opaque de la CNSS. La mobilisation sera plus forte et plus grande si les lignes ne bougent pas après cette sortie, ont-ils prévenu. Ambiance moins chaude, mais tout aussi tendue au département du commerce si on s'en tient à cette sortie du syndicat national des agents du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Une conférence de presse de Synamica au cours de laquelle le Synamica a décrié le mode de gestion de Harouna Kaboré
Que lui reproche-t-il exactement? Élément de réponse, Justin Monteau. Le syndicat national des agents du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Synamica, est très remonté contre le ministre en charge du Commerce, Arona Kaboré. Il reproche au ministre de faire dans le populisme et la gabégie. Pour le syndicat, le ministre privilégie ses amis du privé au détriment des cadres du ministère formés pour prendre en charge les questions de régulation du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Le ministre Kaboré fait rarement 3 jours dans son bureau. Il est foncièrement contre la délocalisation des activités du ministère, alors que lui-même se délocalise chaque fois aux allures de balade, de tourisme, juste pour tromper l'opinion nationale, comme quoi il est à pied d'œuvre pour mettre en œuvre les activités du ministère. C'est ce que nous dénonçons. Si nous avons le courage aujourd'hui de dénoncer ces faits, c'est que le mal est très profond. Selon le syndicat, 121 postes de responsabilité sont actuellement vacants au sein du ministère. Des postes qui, selon lui, peuvent contribuer à régler des problèmes qui impactent la situation économique burkinabé. On vous a remis le point des postes de responsabilité vacants. C'est du jamais vu depuis que le ministère du Commerce existe. Ce n'est pas les préoccupations. Ce qui préoccupe les autorités actuelles du département, c'est leur propre image. Vous avez vu, il y a jusqu'à 121 postes de responsabilité vacants au sein du ministère. Il y a certaines structures stratégiques, comme la Commission nationale de la concurrence et de la consommation, dont le premier responsable, c'est-à-dire le SP de cette commission-là, c'est le seul qui est officiellement nommé. Toute une structure très stratégique. Et les autres postes sont vacants. Les autorités actuelles sont au courant de cette situation. Et elles ne font rien pour changer la situation. D'où notre sortie de ce matin pour dénoncer ces différents mots qui minent notre ministère. En ce qui concerne le fonctionnement de l'administration, le ministre Arona Kaboré ne met pas les moyens qu'il faut, à en croire le secrétaire général du Synamica. L'année 2020, chaque bureau régional n'a reçu que 50 000 francs CFA comme dotation annuelle en carburant. Je sais que parmi les journalistes, il y a de très bons mathématiciens. Prenez 50 000 francs divisé par 12, ça vous donne 4 100 francs par mois. Est-ce qu'avec 4 100 francs par mois, on peut mener à bien nos activités? Le Synamica appelle ses militants à rester mobilisés pour défendre les conditions de travail des agents du ministère en charge du commerce. Cela ne vous a pas échappé que nous sommes aujourd'hui lundi et comme tous les lundis, place à la chronique éco. Vous la connaissez peut-être, l'OPA, l'Observatoire des pratiques anormales sur les corridors de l'espace UEMOA, a livré son rapport 2019. Ce rapport révèle que le racket exercé par les policiers, les douaniers et les gendarmes sur l'espace UEMOA est en hausse dans les 10 corridors enquêtés. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le coût des marchandises et donc le consommateur. Ici, il y a le bon et les mauvais élèves. Par exemple, l'axe Cotonou-Niamey est le trajet qui enregistre le moins de corridors et donc le moins de raquettes. Par contre, l'axe Bamako-Dakar lui occupe la tête du peloton en termes de raquettes. Sur ce trajet, un transporteur routier, qu'il soit en règle ou pas, doit débourser environ 180 000 francs CFA. Plus de détails avec Achimel Boré. Les transporteurs routiers empruntant l'axe Bamako-Dakar déboursent en tout près de 180 000 francs CFA sur l'ensemble des corridors rencontrés sur ce tronçon. C'est le rapport 2019 de l'OPA, Observatoire des pratiques anormales sur les corridors de l'espace UEMOA, qui l'atteste. Ce rapport constate l'amplification des raquettes exercées par les policiers, les douaniers et les gendarmes sur la quasi-totalité des 10 postes de contrôle. Le corridor qui relie surtout Dakar, Bamako-Dakar via Diaboli, 175 000 francs de défraiement que vous donnez sur la route, même quand vous êtes en règle. Donc imaginez ceux qui ne sont pas en règle. Et l'autre corridor de Dakar qui prend en cours, là où le raquette est assez important, c'est le corridor Bamako-Dakar via Massoula. Là aussi, c'est autour de 162 000.
Le corridor Cotonou-Niamey est le bon élève, selon l'OPA, avec 2,7 postes de contrôle et des perceptions illicites estimées à moins de 10 000 francs CFA sur tout le trajet. Même s'il faut relativiser, parce qu'il y a le corridor Cotonou-Niamey qui, en matière de raquettes, est le moins, j'allais dire, nocif. C'est-à-dire que quand vous regardez la moyenne, les montants que je vous donne là, c'est la moyenne. Par exemple, sur l'axe Cotonou-Niamey, par exemple, vous ne payerez que 7 000 francs. C'est très loin de ce qu'on paye sur les axes des corridors dakarois, par exemple. Même si ces derniers temps, la situation sécuritaire a occasionné la multiplication des postes de contrôle dans certains pays de l'espace UEMOA, les textes communautaires sont clairs. Pas plus de 3 contrôles sur chaque axe routier pour un camion chargé de marchandises. Un contrôle au départ, un contrôle à la frontière et un contrôle à l'arrivée. Donc ça va fluidifier le trafic. L'objectif, c'est ça. C'est trop. Celui qui paie le lourd tribut de cette hausse des raquettes sur les différents axes routiers de l'Union, c'est le consommateur. Les commerçants, les transporteurs, plus ils perdent du temps, plus ils perdent d'argent. Quand ils perdent du temps, leurs denrées sont en danger. Quand ils perdent de l'argent, ils reportent sur le prix à la consommation. Donc, vous voyez que le coût que ça fait à l'arrivée sur le consommateur final. Ce constat de l'OPA remet au goût du jour la sempiternelle question de la libre circulation des biens dans l'espace communautaire qui peine toujours à se traduire en actes concrets sur le terrain. On change totalement de cap. Après une phase pilote qui a connu un franc succès, selon ses initiateurs, l'application Alliance Pharma a été officiellement lancée ce week-end. C'est une application qui a été promue par la start-up Nonga SARL et développée par Yentech. Elle repose sur une technologie appelée le pharmacol. Elle permet à une officine de contacter une ou plusieurs pharmacies en un clic afin de rechercher et de trouver un produit pharmaceutique pour un patient. Reportage. C'est une application mobile qui permet à une pharmacie de contacter une ou plusieurs autres pharmacies en un clic afin de rechercher et trouver un produit de santé pour un patient. Lancé ce 16 juillet, Alliance Pharma vise à rapprocher le médicament du patient via le pharmacien qui est le spécialiste du médicament. L'application permet aux pharmaciens d'échanger avec ses confrères de façon rapide parce que ça se fait déjà. En fait, l'application n'apporte rien de nouveau, mais c'est un nouvel outil aux pharmaciens qui, dans tous les cas, passaient son temps à échanger, à appeler ses confrères, contacter ses confrères pour trouver le médicament pour la population. Donc, dans le cas de cet outil, il pourra le faire de façon plus rapide. En moins d'une minute, une centaine de confrères peuvent être touchés et on va trouver la solution pour le patient. Selon le promoteur, à la fin de la phase pilote de l'application qui a duré 2 mois, ce sont plus de 15 000 malades qu'elle a soulagés en leur permettant de savoir dans quelle pharmacie trouver leurs produits de santé. Vu son efficacité, le ministère de la Santé invite tous les pharmaciens à l'utiliser sans modération. C'est de lancer un appel au nom du ministre de la Santé à toutes les officines qui n'ont pas encore adhéré, d'adhérer, parce que ça permet de créer une cohorte de toutes les officines. Et là, toutes les officines seront en symbiose pour approcher le produit du patient. Avec Alliance Pharma, la pharmacie devient un partenaire fort de la population, estime l'ordre des pharmaciens. C'est véritablement un outil que nos jeunes confrères viennent de nous présenter ce matin. C'est un produit innovant pour le secteur pharmaceutique. C'est dire que c'est une application qui va mettre les officines en relation afin de trouver les médicaments qui sont souvent en rupture dans certaines pharmacies. En tant que représentant des pharmacies du Burkina, le docteur Jean Paré fait des suggestions en vue d'améliorer le contenu de la prochaine version de l'application. La liste des produits
qui est dans l'application, c'est une liste qui a été prise avec un de nos grossistes de la place. Maintenant, il faut enrichir. Il faut les produits qui sont chez les autres grossistes et qui ne sont pas sur la liste, il faut arriver à rapidement rattraper cela pour que la liste soit très exhaustive. C'est en 2017 que le projet de Alliance Pharma a débuté, selon son initiateur. La mise en place de l'application a été une réalité grâce au soutien du ministère de la Santé, de l'Ordre national des pharmaciens et du syndicat national des pharmaciens du Burkina. La production et la consommation des légumes sains pour les consommateurs de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, c'est l'affaire du projet CVEG West Africa, un projet piloté par World Vegetable Center. C'est un projet qui est financé à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA par l'Union européenne. Plus de précisions juste à Monton. Produire des légumes sains localement pour les consommateurs d'Afrique de l'Ouest. C'est l'objectif du projet CVEG West Africa. En présentiel et en virtuel, les acteurs de ce projet piloté par World Vegetable Center sont en concertation de planification technique. L'importance de cette réunion est à plusieurs niveaux. D'abord, faire savoir aux acteurs du Burkina, bien que la coordination régionale du projet soit au Bénin, que c'est un projet qui intervient aussi ici. Le deuxième aspect, c'est aussi pour permettre d'identifier des acteurs pertinents qui pourront accompagner les différentes composantes du projet. Le projet a 6 composantes, dont 5 qui sont opérationnelles. Donc, c'est d'identifier des acteurs qui pourront être pertinents à accompagner ces composantes-là dans leur mise en œuvre. C'est fondamentalement pour créer de l'emploi aux jeunes et aux femmes. Et ce sont des couches qui sont largement dans nos pays africains, qui sont largement vulnérables. Donc, c'est la principale cible du projet. Le projet est financé par l'Union européenne et le Royaume des Pays-Bas à hauteur de 11 800 000 euros, soit environ 7 800 millions de francs CFA. Ce projet vise la réduction de la sous-alimentation et l'amélioration des revenus de la productivité des petits producteurs. Ce projet, il est centré sur la production des légumes, production de légumes sains localement. Donc pour les consommateurs. Vous savez aujourd'hui que la problématique des pesticides est devenue vraiment criarde. Donc ce projet vise à promouvoir des itinéraires techniques qui permettront justement de disposer de légumes de qualité, sains, donc nutritifs pour le consommateur. Donc il s'agit également de mettre en place des réseaux de distribution en fait de ces légumes-là. Et parallèlement, permettre également à des acteurs nationaux de pouvoir prendre en main la chaîne de disponibilisation des intrants nécessaires, notamment les semences et des intrants, bien sûr, agro-biologiques. Le Mali, le Bénin et le Burkina Faso sont les pays concernés par le projet. Au Burkina Faso, les zones d'activité concernent la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Le projet CVEG West Africa favorise déjà une alimentation améliorée pour environ 75 000 personnes. Et pour terminer cette rencontre entre le directeur général de la Poste Burkina et ses chefs d'agence, une rencontre pour faire le bilan de ce qui a été déjà fait et puis se mettre sur l'avenir, surtout Justin Dabiré. Les chefs d'agence de la Poste du Burkina face à leur directeur général. Au menu de cette rencontre annuelle de 2 jours, le bilan de l'année 2020 et les perspectives pour 2021. C'est vrai que nous sommes en cours d'année, mais il s'agit de faire le point aussi à mi-parcours et de voir quelles sont les difficultés auxquelles les chefs d'agence sont confrontés, voir leur vécu et également échanger sur la vision de la direction générale sur la période à venir, notamment le plan stratégique qui est en cours d'élaboration, le nouveau système d'évaluation du personnel basé sur la performance et également les nouveaux produits que la Poste s'apprête à mettre sur le marché. Des résultats ont été obtenus dans les actions entreprises pour la modernisation et le développement de la Poste du Burkina.
Il s'agit de l'autonomisation de la comptabilité générale, la mise à jour de la plateforme SMS par facturation aux clients et l'optimisation des effectifs et le renforcement des compétences à travers un audit RH. Ce qui a permis au 31 décembre 2020 à la Poste du Burkina de réaliser un résultat net bénéficiaire de plus de 2,2 milliards de francs CFA. Un résultat en hausse de 33% par rapport à l'exercice de 2019. C'est l'occasion donc de féliciter l'ensemble du personnel qui a en tout cas mouillé le maillot. Et maintenant, les conditions de travail, vous savez, le réseau de la Poste est très vaste. Nous avons 117 agences qui sont dans plusieurs localités. Et les conditions de travail de nos collaborateurs ne sont pas toujours faciles. Et les moyens pour les accompagner aussi, en tout cas, font parfois défaut. Il s'agit véritablement de voir avec eux quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés et comment nous pouvons voir ensemble les solutions à envisager. Le directeur de la Poste du Burkina invite les chefs d'agence à faire de l'unité le maître mot afin d'avancer ensemble et de garantir l'amélioration continue des performances de la Poste du Burkina.